messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, le lundi 21 novembre 2022, c'est la première de la semaine et on est ensemble pour une heure de direct jusqu'à 11h30 et nous allons parler de tourisme. Alors si vous avez des questions ou si vous voulez nous raconter des histoires, enfin vos histoires par rapport au tourisme algérien, alors appelez-nous au 021 23 98 91, 021 23 98 91. Et le thème du jour, comme je le disais, c'est le tourisme, et le suivant: l'Algérie, une destination phare. L'Algérie recèle de nombreuses richesses, notamment sa puissance touristique. Désignée comme destination qui possède le plus gros potentiel en matière de tourisme d'aventure par l'organisation britannique British Backpacker Society en 2020, l'Algérie est une destination touristique par excellence. Alors, on a le tourisme saharien, balnéaire, traditionnel, de magnifiques paysages et une grande richesse culturelle. Notre pays, une destination propice au dépaysement et à l'aventure. On en parle aujourd'hui avec nos experts. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Abdelhamid Telgheni. Vous êtes directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. À vos côtés, la rubrique Wisher avec Wahida Selm Sherif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va. Très heureuse de me retrouver cette semaine avec vous et de pouvoir voyager aujourd'hui. Exactement, on va tous voyager aujourd'hui. Alors, en face de toi, Wahida, nous avons Monsieur Slimane Meddour. Vous êtes créateur de contenu touristique sur les réseaux sociaux. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Nous aussi. Alors, et à vos côtés, Samira Hadjamar avec sa rubrique Pêle-mêle. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bon week-end? Très bon, en attendant d'aller en voyage, d'être invité par le directeur général du tourisme. Voilà. Alors, le tourisme saharien est un secteur à forte valeur ajoutée. Alors, peut-on dire qu'il revêt une grande importance dans le programme de développement et promotion du tourisme algérien, Monsieur Telgheni? Oui, bien sûr, le tourisme saharien, je peux vous dire que c'est notre produit phare, hein, par excellence. Nous avons 80% de notre territoire, c'est un territoire saharien, pour ne pas dire désert. Donc il s'impose de lui-même, hein, en quelque sorte. Nous avons principalement deux produits phares durant l'année, donc bien sûr la saison estivale qui dure pendant 4 mois, donc de juin à septembre. Ensuite vient la saison saharienne qui démarre à partir d'octobre jusqu'à mars-avril. Et donc c'est la plus grande année en termes de durée. Donc c'est la plus longue, oui. C'est la plus longue. Et ça nous permet donc de mieux et de permettre aux familles algériennes de visiter notre grand territoire. Les familles algériennes, aux étrangers, les familles algériennes qui sont établies aussi à l'étranger aussi. Bien sûr, principalement. Nous voulons qu'il y ait d'abord un tourisme national, local, oui, pour nos familles algériennes et les jeunes Algériens qui sont ils ont un engouement pour découvrir tout le territoire national, et bien sûr la diaspora aussi qui est à l'étranger et qui vient chaque année. C'est vrai que le Covid a créé une petite faille en termes de continuité, mais je pense que nous allons nous rattraper rapidement par rapport à cette option de ramener les touristes étrangers surtout. Ça a peut-être créé une faille pour la continuité, mais ça a redirigé les Algériens vers leur pays. Très bien, ça a été bénéfique, effectivement. Les Algériens se sont retournés et se sont ressourcés dans leur propre pays, ce qui est très bien. Et je pense que ce retournement a été bénéfique. Surtout, on a vu pendant la saison estivale, il y a eu un grand rush au niveau des wilayas côtières, où beaucoup de familles algériennes, plus de 2 millions de familles, ont visité ces wilayas côtières. Et ça a été vraiment une bonne relance pour le tourisme. Notamment au Oran avec les Jeux méditerranéens? Oui, surtout les Jeux méditerranéens cette année ont permis de redorer un peu l'image de l'Algérie, de la mettre sur la scène internationale. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un climat de sécurité favorable à l'accueil de plus en plus de touristes? La sécurité a toujours existé, madame, sauf que les touristes, des fois, ils sont gênés de trouver une sécurité peut-être renforcée, c'est dans leur intérêt, hein. Bien sûr. Surtout au niveau du sud. Il ne faut pas penser que la visite de territoire au niveau du sud est sans danger, hein. On peut se perdre, si on n'a pas un guide qui connaît bien les lieux, on peut se perdre, on peut avoir un accident, on peut
peut-être la rencontreuse situation qu'il faudra faire face. Et je pense que la sécurité est de mise par rapport surtout aux touristes étrangers. Très bien. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est de regarder un reportage de notre journaliste Faïd Abmouslim, justement, qui est allé à la rencontre de touristes étrangers qui sont venus à la découverte de l'Algérie. Et on revient tout de suite après. À l'instar de l'agriculture et de l'industrie, le tourisme est classé secteur stratégique. Il existe aujourd'hui une volonté politique quant à la promotion de ce secteur générateur de richesses à forte valeur ajoutée, devenu la clé de la diversification et de la relance économique. C'est vrai qu'on constate ces derniers temps un engouement d'étrangers, de touristes étrangers chez nous. C'est grâce à l'initiative du ministère du Tourisme qui a pris cette initiative et là, à chaque fois, il invite des groupes, des délégations de certains pays là pour visiter l'Algérie. Il fait appel aussi aux agences de faire le même travail. L'Algérie, dans le futur, il devient la région la plus fréquentée par les touristes étrangers. Elle est très aimée par les Européens. Le climat, on a les 4 saisons. Et surtout dans cette période, les touristes ils cherchent le nord et le sud. Une partie de l'historique de l'Algérie et les sites archéologiques et aussi ils cherchent de l'aventure dans le désert. Et puis n'oubliez pas que l'Algérie maintenant, elle est sur la plateforme mondiale, le e-tourisme. Donc là, les gens qui ne connaissent pas l'Algérie sont en train de découvrir ce beau pays. Toutes les initiatives qui présentent l'Algérie comme une destination touristique, ils nous arrangent. Certaines régions possèdent un énorme potentiel touristique et font que l'Algérie soit une destination à part entière, qui indique la pratique du tourisme sous ses différentes formes, balnéaire, thermal, saharien, culturel, d'affaires ou encore sportif. J'ai participé au rallye des Colombes international, donc ça a été une belle aventure pour découvrir le pays, car c'est un magnifique pays, l'Algérie. Nous avons découvert toute la côte ouest, des régions, des paysages d'une splendeur incroyable. Par moments, je me retrouvais sur des îles Polynésie française, la Corse, un peu partout dans le monde. Mais c'est unique, car ces paysages sont en Algérie. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, la découverte des paysages, la gastronomie, puisqu'on a très bien mangé. J'ai beaucoup apprécié la découverte de la culture, puisque c'est un pays très riche. Mascara, la ville de l'émir Abdelkader. J'ai trouvé magnifique le site avec sa représentation, toute l'histoire. Située au bord de la Méditerranée, l'Algérie dispose d'un littoral époustouflant de beauté. Des baies et des plages vierges, classées parmi les plus belles du monde, une destination de rêve pour le tourisme balnéaire. C'est des paysages à couper le souffle. On avait la mer, la montagne, le soleil bien sûr en mois de novembre on peut dire. Donc c'est l'automne, donc on n'a pas allé en Thaïlande ou aller je ne sais pas, en Grèce, je sais pas, on les a tous ici. Tout était là. Donc c'était vraiment magnifique et on a invité les autres personnes, même étrangères, à venir visiter l'Algérie. Et j'attire l'attention justement pour dire à tous les touristes étrangers de venir vivre cette aventure en Algérie, car c'est un magnifique pays, on est en sécurité, on est à l'aise, on a un peuple accueillant et après on vit des aventures, chaque jour est différent. Voilà. Un groupe de touristes venus de la Hongrie sont tombés sous le charme de l'Algérie. Leur adresse de départ, le Sahara, qui par sa magie offre une potentialité touristique indéniable. Un véritable pôle d'attraction, c'est une destination touristique par excellence. L'État toujours cherche les opérateurs qui activent ce segment. Il est très important. Il y a des directives pour le consulat et le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme pour faciliter les visas pour les touristes, encadrés par les agences de voyage. Le désert qui m'a inspiré et qui m'a tiré ici pour revenir. Comment vous avez trouvé notre désert? Grandiose. Waouh!
Ce que j'aime beaucoup en Algérie, je pourrais recommander à tout le monde. Donc, je ne connais pas un autre pays qui est aussi varié. Donc, on a tout ici. Et en plus, on a ici les grandes montagnes, la verdure, la mer. Donc, je crois que si quelqu'un veut vraiment avoir une diversité, une expérience complexe, c'est le meilleur endroit de venir ici. L'Algérie, bijou de la Méditerranée, vous tentera sûrement par la beauté de ses terres enchanteresses et l'hospitalité de son peuple. Et voilà. Donc les étrangers sont émerveillés de voir la diversité des paysages qu'offre l'Algérie. Justement, est-ce qu'il y a eu des facilités, est-ce qu'il y a des facilitations justement pour que les étrangers puissent venir en Algérie, par exemple l'obtention plus facile du visa et ce genre de choses? Oui, c'est clair que... Il y a un travail qui se fait là-dessus. La question du visa a été mise sur la table du gouvernement et M. le Président de la République a tranché sur la question. Donc il a ordonné à ce que le visa soit facilité au maximum. Et nous pensons même actuellement à aller vers un visa électronique, un visa facile, bien sûr, à obtenir, peut-être même à l'aéroport. Et tout ça va aller dans le sens où, pour attirer beaucoup de touristes, il y a des touristes qui décident de venir ou d'aller dans un pays rapidement. Donc il faut qu'on soit à la page de cette demande. Et je pense que le visa est un dossier très important qu'il faudra prendre en charge. Et pour revenir donc aux étrangers, je pense qu'ils ont dit beaucoup de choses, de belles choses sur l'Algérie. L'Algérie est l'un des rares pays où on peut visiter, avoir les 4 saisons en espace de 2-3 heures. Et ça, je pense qu'en Europe, on ne peut pas avoir ce climat, ce beau temps durant toute l'année. Le paysage algérien est très diversifié, très coloré. Et je pense que les touristes français adorent ce mode de vie et surtout ce climat qui nous... Le soleil. Oui, le soleil surtout. Exactement, toute l'année. Mis à part le visa, je pense qu'aussi il y a la question du transport. Il faut que aussi notre compagnie algérienne fasse un effort. J'ai vu dernièrement qu'ils vont acheter plusieurs avions et ça va... Je pense que ça va renforcer un peu les capacités de notre pays à ramener les touristes. Et je pense que les destinations mondiales ont tous ou toutes une bonne compagnie aérienne qui accompagne le secteur du tourisme dans sa stratégie de développement et pour ramener le plus grand nombre de touristes. Et une plus grande capacité d'accueil aussi par rapport... Oui, c'est le 3e chantier, j'allais en parler justement. L'Algérie manque d'infrastructures, manque de lits. Jusqu'à maintenant, nous n'avons que 1500 établissements hôteliers, environ 140 000 lits. Et dans notre stratégie, nous voulons doubler un peu cette capacité, d'atteindre au moins 300 000 lits d'ici 2030. Beaucoup de facilitations ont été accordées. Le code de l'investissement qui a été récemment mis en place va dans ce sens. Et tous les ingrédients sont là. Le foncier est disponible. Nous avons 249 zones touristiques classées pour recevoir ces projets. Nous avons beaucoup de facilitations, d'incitations, même au niveau de l'accès au financement bancaire, etc. Et tout ce climat est fait pour attirer surtout les investissements étrangers et même les investisseurs algériens, où nous constatons actuellement qu'il y a plus de 700 projets qui sont déjà en construction. Mais nous voulons aller vers des constructions de qualité et vers une diversification de l'offre, parce qu'on ne peut pas réaliser que du 4 ou 5 étoiles. Il faut avoir des projets touristiques qui répondent à toutes les demandes, surtout à la famille algérienne. Exactement, surtout au pouvoir d'achat des familles algériennes, que ça soit accessible aussi. C'est clair, le portefeuille de la famille algérienne est diversifié, donc il faut que... D'ailleurs, durant l'été passé, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons même associé les cités universitaires, c'était une première, surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour aller passer des vacances. Il y a eu l'exemple de Djidjel et de Boumerdes, où il y a eu des cités universitaires mis à la disposition des jeunes. Et même la famille algérienne aussi, je pense qu'il y a eu une forte demande chez l'habitant. Il y a eu donc la formule chez l'habitant qui a été beaucoup utilisée. En raison du manque d'infrastructures. Les maisons d'hôtes aussi. Donc, je pense que c'est une formule qu'il faudra encadrer de plus en plus pour que
la demande soit bien prise en charge et que les commodités accompagnent cette demande. Par contre, excusez-moi, Oui. on ne peut pas. Moi, personnellement, je me fais le porte-voix du désert parce que c'est une région qui me tient à cœur. C'est-à-dire que ce qui se fait là, je veux dire, on va plus vers un tourisme de masse que l'on ne peut pas appliquer, par exemple, dans le désert, sachant que les touristes qui vont dans le désert demandent d'abord, les agences passent par des agences, c'est obligatoire, pour pouvoir se déplacer dans les parcs, puisqu'ils sont soumis à une autorisation. Les agenciens, ils ne peuvent pas se balader. D'abord, vous l'avez dit, ça peut être dangereux, on peut se perdre. C'est des immensités. Un accident peut arriver, une panne, l'eau peut venir à manquer. Donc, ma question, c'est comment faire pour éviter le tourisme de masse qui pourrait nuire à des sites qui, en général, sont classés par l'UNESCO sur le plan national. Il y a des sites, il y a des gravures rupestres qui sont millénaires, inestimables. Comment faire pour éviter un tourisme de masse? Ce que Boumerdès peut contenir, c'est une chose, mais partir dans le désert, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu dans ce sens pour éviter un tourisme de masse. On augmente la capacité d'accueil, on augmente donc des risques aussi. C'est vrai que le tourisme de masse peut être néfaste ou négatif pour les sites, surtout les sites protégés. Nous avons des aires protégées au niveau du Sud, nous avons des parcs classés au niveau universel, mondial, qui regorgent de zones féeriques et un musée même à ciel ouvert au niveau du Tassili, etc. Donc je pense que le tourisme de masse, au niveau du Sud, ce n'est pas le mieux indiqué. Le tourisme de masse, c'est plus vers le littoral ou vers les zones peut-être où il y a beaucoup de touristes qui vont à la plage, etc. Mais le Sud, c'est un Sud qui nécessite un tourisme soft, un tourisme propre, un tourisme qui respecte la nature, qui s'intègre avec la nature. Et je pense que nous n'avons pas besoin de ramener beaucoup de touristes. L'année passée, nous avons eu, je pense, 500 000 Algériens et étrangers qui se sont déplacés vers le Sud. Justement, nous avons un appel téléphonique. Nous avons Madame Alexandra Dimou qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau par téléphone. Bonjour Madame Alexandra Dimou. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Je vous appelais pour donner un petit peu mon expérience qui est très récente dans le sud de l'Algérie. Oui. Voilà, j'ai été il y a 4 semaines visiter le Tadrart au sud de Djanet. Djanet, oui. Voilà, donc j'ai passé 5 jours en camping avec un guide et une personne qui s'occupait de la cuisine. Voilà, on était juste nous 4 pour pouvoir être indépendants, pour pouvoir faire des photos et visiter à notre rythme. Pourquoi vous avez choisi justement le sud algérien? Parce que c'était un endroit que je ne connaissais pas. J'ai visité beaucoup de déserts dans le monde et c'était vraiment une occasion de pouvoir aller le visiter, parce que j'ai une amie qui était algérienne qui adore ce désert et qui m'en parlait tout le temps, donc j'ai voulu aller voir et le visiter. Ça a été une expérience extraordinaire, c'était magnifique, il y avait une combinaison de roches et de sable rouge. Justement, on est en train de voir les photos justement que vous nous avez envoyées et vous êtes venu avec votre mari, c'est cela? Ça vous a plu? Comment que ça s'est passé? Oui, je suis venue avec mon mari, on n'était que tous les deux. Ça s'est très très bien passé. On a été très bien accueillis. On a beaucoup aimé le désert avec ses paysages magnifiques, ses peintures rupestres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement? Je pense que c'est les paysages. C'est les paysages qui sont magnifiques. On a l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert, d'être seul au monde, les étoiles le soir. C'était une très, 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 très belle expérience. Et on a des paysages très différents durant la semaine que l'on a passée. C'est vraiment un endroit très 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 beau. Il y a aussi, on a beaucoup aimé aussi Djanet avec la culture touareg
qui était très, très intéressante. C'est dommage que les touristes, quand ils arrivent à Djanet, ils partent tout de suite dans le désert et ils ne prennent pas le temps de visiter les quartiers qui sont classés UNESCO et qui sont en cours de réhabilitation. Les gens de la ville sont très accueillants, vraiment très hospitaliers, même s'il n'y a pas encore de structure très développée. Mais voilà. C'était une très belle expérience. Très bien, merci en tout cas pour votre témoignage. J'espère que vous reviendrez très vite en Algérie pour une autre visite, Inch'Allah. Et merci encore pour votre témoignage, pour votre appel et pour les très jolies photos que vous nous avez envoyées. Merci. Surtout que maintenant, il va y avoir des vols directs, donc ça va bien se développer. Oui. Mais comme vous le disiez, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire attention, notamment la gestion des déchets, faire attention qu'il n'y ait pas trop de touristes, faire attention à l'écologie et protéger les sites. Très bien. Merci Alexandra Adimou. Voilà, on était justement direct. Oui. Je peux réagir parce qu'elle a parlé de Vous étiez déjà en train de réagir. Oui, parce que Djanet, quand on arrive, en général, l'idée, c'est pas de rester dans la ville, c'est d'aller directement dans le désert pour faire du bivouac et enfin faire un trek ou aller passer la nuit sous les étoiles. Elle n'a pas parlé des étoiles, mais il faut parler des étoiles parce qu'il y a le panorama, mais la nuit... Et les couchers de soleil, bien sûr. Aussi, il y a les couchers de soleil. Et puis le ciel plutôt à est très clair parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Ni sonore, mais voilà. C'est le vide. Hein. C'est le vide. On achète le silence, en fait. On achète des séjours silence et séjours, bien sûr, panorama. C'est fabuleux. Et le spectacle la nuit, c'est une chose que l'on ne peut pas voir à Alger. Ou autour d'Alger. C'est un spectacle unique au monde. Oui, justement, la promotion du tourisme algérien passe aussi par les médias et par les réseaux sociaux. Avec nous aujourd'hui, Slimane Mindour. Alors, vous êtes créateur de contenu spécialisé dans le tourisme. Donc, comment vous vous êtes dirigé vers ça déjà, justement ? Dans le tourisme. Oui. Alors, je suis déjà étudiant en tourisme, je suis diplômé en tourisme. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, je vais faire la promotion du tourisme, vous l'avez étudié déjà? Voilà, j'ai étudié le tourisme, je suis diplômé en production et commercialisation de produits touristiques. Très bien. Et voilà, je me suis dirigé vers les réseaux sociaux pour promouvoir le tourisme en Algérie. Très bien. Vous êtes déjà allé au sud, parce qu'on est en train de parler du sud. Et, oui. Bien sûr, j'ai fait plein de destinations touristiques dans le sud. Par exemple, le produit phare, comme a dit monsieur, c'est phare. Timimoun, Tarit, Beni Abbas, etc. Tamaras. J'ai pas encore fait Tamaras. On parlait de la crème. C'est dans mes plans. Cette année, pour la prochaine saison, on y est déjà. Cette saison, je vais faire le sommet Tahat Atako et l'ascrème. Il faut parler du SBO à Timimoun. C'est pendant une semaine, on fait SBO et j'ai fait le Mouloud Beni Abbas. Vous parlez d'Asbeiba, Djanet, c'est pour dire l'immensité. La diversité, exactement. Donc, quelle est la région, personnelle pour vous, quelle est la région qui vous a le plus marqué? Alors, on ne peut pas avoir de préférence. Je vais dire que chaque destination a son propre charme. Chaque destination a son cachet. Voilà, je dirais que c'est ça. Mais je dirais que le Sahara, c'est vraiment un truc incroyable. Et on peut aller même en été. Oui. Mais il fait un petit peu chaud, non? C'est des hauteurs. Tam, il pleut au mois d'août et les températures sont agréables. Oui, et le climat est sec, donc on n'a pas l'humidité du nord. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il pleut. Il pleut même parfois beaucoup, c'est pas très bien, mais il pleut, c'est-à-dire que c'est très agréable. Il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, quand Ramadan, le carême temps pendant l'été, pendant le mois d'août, ils vont passer le Ramadan à Tamanrasset. C'est pas courant, c'est rare. Il y a une certaine, on va dire que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est très agréable. C'est une chose à découvrir, le désert pendant l'été, d'autant plus qu'il y a de l'eau. On a de l'eau dans le... Ça a été alimenté... à travers une salle à 700 km. Mais il y a de l'eau aussi des gueltas. C'est-à-dire on peut...
Il y a des gens qui nagent, je ne sais pas si c'est très recommandé, non, pour certaines zones Ramsar, protégées donc pour protéger la biodiversité. Sinon, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que tout à l'heure, c'est qu'il y a des vols il y a eu plus de 500 000 visiteurs l'année dernière l'année passée, pour la région. La saison passée, il y a eu 500 000 visiteurs qui ont visité les villages du Sud. Parmi eux, il y a, je crois, 15 ou 16 000 étrangers, donc c'était juste la reprise du Covid. Mais cette année, déjà, le mois de septembre, on est presque à 200 000 touristes qui sont déjà entrés en Algérie. Depuis janvier, on est presque à 800 000. C'est vrai que la normale, c'est qu'on recevait chaque année entre 2 à 2,5 millions de touristes, y compris notre diaspora à l'étranger. Mais dans notre stratégie, d'ici 2024, on compte dépasser le seuil de 3 millions, Inch'Allah. Et à l'horizon 2030, pourquoi ne pas atteindre 10 millions de touristes, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on pourrait avoir une collaboration avec les blogueurs, les créateurs de contenu, entre le ministère du Tourisme et les créateurs de contenu, justement, pour promouvoir encore plus la destination Algérie. Oui, je crois que maintenant, c'est incontournable. Internet est un outil, je dirais même, c'est une arme. Hein. C'est une arme commerciale, une arme dans tous les sens, où on peut l'utiliser pour promouvoir et mettre en valeur. Parce que beaucoup se réfèrent à ça, les jeunes aussi, même les moins jeunes se réfèrent aux réseaux sociaux maintenant pour... Par exemple, la dernière fois, on a reçu même des gens de Facebook qui envisagent de nous aider dans ce sens. Il y a 27 millions d'Algériens qui sont connectés à Facebook. Les jeunes, surtout, c'est des jeunes. Donc, nous sommes un peuple, donc à majorité de jeunes. Il faut cibler cette clientèle à travers les réseaux sociaux, et je pense que c'est incontournable. Et il y a beaucoup de gens qui font du bon travail. Nous voyons chaque jour des produits qui sortent au niveau de l'Internet, et je pense qu'il faudra valoriser ce travail et peut-être l'encadrer aussi pour lui donner plus d'importance sur la toile numérique. Mais justement, on est en train de regarder les images de Slimane, voilà, de M. Meddour, le créateur de contenu. Donc, c'est des images de votre page. De destination que j'ai fait. Les vidéos qu'ils ont passées, c'était à Brizina, le Bayed, si vous connaissez. C'est les portes du désert, comme on dit. Oui. Donc voilà, c'est des photos que j'ai prises. Et là c'est à Tigjda. Tigjda. C'est au sommet de Tigjda. Voilà, on a une grande variété. Alors, on a la neige, on a le soleil, on a la plage, une grosse diversité. Voilà, exactement. Alors, comment ça... C'est un continent. Exactement. C'est un pays continent. Voilà, un pays continent. Ouais. Comment vous programmez vos sorties? Comment vous programmez comment ça se passe? Vous vous dites aujourd'hui, pour cette semaine ou pour ce mois, je vais promouvoir tel endroit. Comment que ça se passe? Comment que ça s'organise exactement? Alors, c'est par rapport aux saisons déjà? Aux saisons, voilà. Quand c'est la période estivale, donc c'est la côte. Voilà, c'est la côte. On va promouvoir des endroits touristiques. Celle-là est très jolie en tout cas. C'est Brézina. C'est Brézina, oui. C'est une région qui n'est pas encore convoitée par les touristes. Oui, si, ça commence progressivement. Voilà. Il n'y a pas d'appesanteur maintenant. On est tellement bien que ce sont légers qu'on flotte. Voilà. Du coup, on choisit par rapport au... Voilà, c'est la saison. Maintenant, c'est la saison du désert, Sahara. Du coup, voilà, on va promouvoir le tourisme. Et ce qui était bien cette année ou c'était l'année dernière, je ne suis pas très sûre, c'est qu'il y a eu des groupes de touristes qui sont partis et qui ont fait, entre autres, donc des séjours touristiques, mais à la fin, ils ont ramassé tous les déchets. Tous les déchets. Et ils avaient fait une photo où on voyait tous les sacs de l'écotourisme. Même le hashtag Naqi Bladek. Voilà. C'était où des jeunes se regroupaient autour de cet hashtag. Cette activité où ils nettoyaient. Voilà, on est conscient que les pouvoirs publics ne peuvent pas assurer une surveillance permanente sur des sites qui ont c'est des milliers de kilomètres. Donc, il y va de la participation du citoyen et peut-être des agences de voyage et des habitants, habitants de la région. C'est important. Le tourisme maintenant va dans une direction, c'est de faire profiter les populations locales et ne pas détruire leur habitat. Voilà. Exactement. Donc tu as déjà commencé ta rubrique, voilà, tu as fait le lien avec ta rubrique et je lance le jingle. D'accord.
pêle-mêle, Oui. écotourisme. Oui, écotourisme. Je commence. Donc l'Algérie est une destination phare, oui, incontestablement, d'autant plus que les pouvoirs publics ont créé une batterie de lois et des conventions intersectorielles qui le permettent, concernant notamment la préservation de l'environnement, de la biodiversité et surtout le patrimoine culturel et historique. L'un ne va pas sans l'autre, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Ainsi, pour encourager les entreprises, mais surtout créer l'esprit de compétitivité et de l'innovation, le ministère du Tourisme a instauré le label Marque Qualité Algérie, Marque Qualité Tourisme Algérie, pour garantir aussi et surtout une meilleure image de marque du territoire. Qu'en est-il depuis? Vous allez nous le dire dès que je termine pêle-mêle. Une révolution a eu lieu. Une révolution, pardon, aussi des résolutions ont été prises. Une révolution a eu lieu depuis quelques années, aidée par l'effet des réseaux sociaux. Les Algériens regardent ce qui se passe dans le monde et ils en prennent le meilleur pour l'adapter chez eux. Chez nous, les initiatives sont clairsemées. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont le mérite tout de même d'exister. On parle désormais de tourisme éco-responsable, de séjours solidaires, verts, naturopathes, voyages bio, une terminologie interminable, mais pas toujours adéquate. Vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est vrai que nous devons aller vers un tourisme, j'ai dit tout à l'heure, un tourisme soft, qui préserve et qui ne détruit pas de la nature. Voilà, mais il faut le souligner, qui s'efface rapidement face à la satisfaction des touristes de retour. D'un séjour au Céphare, par exemple, du Tassili Nadjer, où après avoir assisté au lever de soleil de Alas Crème, les plus beaux spectacles au monde ont lieu sous une infinité du drap, d'étoiles de la nuit, avec, quand on est dans les bras des dunes. Vous le savez, vous l'avez déjà vécu sûrement, dans la Saoura. Il fait froid un peu, mais c'est résistant. Mais maintenant, il y a tous les polaires, il y a tout ce qu'il faut. Ou encore dans le Gourara, bref, je ne pourrais pas tous les citer. Les lieux sont nombreux en Algérie. Alors, pour la définition, mais surtout pour s'adapter aux critères réels d'un tourisme qui passe au label vert et la concrétisation des engagements pris par l'Algérie. À quand un label certifié écotourisme dans le secteur de l'investissement touristique? Je vous ai posé 2 questions pour le label marque qualité Algérie, Tourisme Algérie. Et pour le label, si vous voulez nous en parler aussi. Oui, vert. On dirait que vous avez assisté à la COP27, madame. Non, mais j'aimerais, il faut le dire, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Chitour Yatas Saha pour ce qu'il a dit. Oui. Non, c'est vrai que maintenant, vous savez qu'il y a des ODD, des objectifs du développement durable qui ont été mis par l'ONU donc en 2015. Et ces objectifs nous obligent en quelque sorte à aller vers la préservation d'abord de la planète dans sa totalité et aussi préserver tous les atouts touristiques, le potentiel touristique qu'on a. C'est un potentiel qui doit être aussi laissé aux générations futures. Et pour le transmettre à ces générations, il faudra qu'il y ait un travail de sensibilisation. Il faut que tout le monde s'y mette, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'affaire du ministère du Tourisme ou du ministère de la Défense ou du ministère des Affaires étrangères. C'est une chaîne qui est déjà mise en place, qui doit travailler en coordination pour assurer cette préservation et cette protection de ce potentiel qui, sans lui, ne pourront jamais avoir donc, de touristes. Les touristes, maintenant, la tendance mondiale, c'est d'aller vers un tourisme éco-responsable. Pourquoi? Parce que le tourisme de masse a prouvé qu'il avait des effets néfastes sur la nature. Les gens ne préservaient pas les endroits qu'ils visitaient et cela donc détruisait un peu ce potentiel et le remet en cause un peu l'action touristique en quelque sorte. Et je pense que mettre en place un label, c'est très important d'abord pour fédérer les opérateurs. Il y a les hôteliers, les agences de voyage, les guides. C'est toute une chaîne qui doit s'inscrire dans cette démarche. Et l'écolabel, c'est un label qui a été mis en place, qui doit être peut-être associé à des actions concrètes pour préserver la nature
et sensibiliser surtout les futures générations. C'est aussi des critères. Et est-ce que ces critères, par exemple, dans les écoles de tourisme, sont appliqués? Vous avez vu, pendant la COP27, le représentant de l'Algérie a parlé des bacs développement durable qui ont été créés par l'Algérie. Est-ce que dans les écoles de tourisme, d'hôtellerie, on prévoit ça, c'est-à-dire dans l'enseignement qui est dispensé? Bien sûr. L'enseignement maintenant, l'enseignement du tourisme, il y a l'aspect management, surtout de l'hôtellerie et des agences de voyage, mais aussi il y a l'aspect durabilité. Pour préserver les postes d'emploi, pour préserver les sites, pour préserver toute cette chaîne touristique, il faut qu'il y ait des notions de responsabilité. Responsabiliser les gens. Un touriste, c'est vrai, quand il va dans un endroit, il veut découvrir, il veut partager maintenant avec le téléphone, etc. Mais si l'endroit est sale, entre guillemets, c'est des images qu'on n'en voit pas. Est-ce que, par exemple, on peut interdire le plastique dans le désert? Pendant le séjour, interdit, mais qu'est-ce que plastique? Patientez un moment, en parlant du désert, nous avons un appel téléphonique de Fatiha qui nous appelle de France. Bonjour Fatiha. Bonjour. Alors, à vous tous. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Très bien. Alors, vous êtes originaire de Boussaada et vous nous appelez justement pour nous dire que le tourisme en Algérie, ce n'est pas que la côte, c'est aussi le sud. Oui, pas tout à fait le sud, les hauts plateaux. Alors, les hauts plateaux parce que déjà Boussaada, elle est connue. Elle est connue pour les peintres orientalistes tels que Étienne Dinet, par Loued, le Moulin Ferrero, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, moi j'insiste sur la faune et flore qui est tout autour. Donc Boussaada, elle est à pratiquement 240 km d'Alger, donc c'est tout près. Et puis les gens, les touristes, je sais qu'un touriste, il peut être attiré pas que par la mer ou pour aller voir des ruines et tout, mais il y en a qui aiment aussi et qui sont intéressés par la faune et flore. Et puis pour cela, alors j'aimerais bien qu'il y ait des guides et des randonnées, des circuits de randonnée à l'extérieur de la ville. Donc Boussaada, les infrastructures, elles ne manquent pas, surtout maintenant actuellement, il y a beaucoup de maisons d'hôtes, mais ce qui manque, c'est d'organiser des randonnées par ces maisons d'hôtes, d'organiser des randonnées qui peuvent durer une journée ou 2 jours ou 3 à l'extérieur de la ville. Alors ce qui manque, c'est plus des guides formés. Des guides spécialisés, formés, oui. Formés pour faire découvrir la flore. Surtout Boussaada, elle est connue pour les herbes médicinales telles que shir, jelti. Donc des guides spécialisés dans tout ce qui est faune et flore, tout ça. En tout cas, le message est passé et nous allons en parler justement. Merci pour votre appel, voilà. Merci. Donc, bonne journée à vous. Oui, des guides spécialisés dans tout ce qui est faune et flore et il y a aussi des guides. Même des guides, c'est-à-dire des ouvrages. Des ouvrages, oui. C'est vrai que le guide dans le produit touristique, c'est pas seulement un accompagnateur, c'est un éclaireur en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il montre le potentiel touristique ou les sites touristiques d'un angle peut-être raconté avec une histoire ou une légende. Donc le guide doit avoir d'abord une connaissance, avoir une culture générale, connaître les langues, connaître la région. Exactement, sur le bout des doigts. C'est vrai que c'est l'ambassadeur de la région. Bien sûr, c'est l'ambassadeur de la région. Jusqu'à maintenant, nous avons, je crois, 200 guides actuellement au niveau national. C'est peu, 200 guides, non? C'est vrai que c'est peu, mais bon, c'était lié peut-être au problème juridique, c'est-à-dire le texte qui régit un peu cette fonction était un peu rigide, donc nous sommes en train de l'alléger. Par exemple, au sud, vous allez trouver des guides qui connaissent très bien la région, mais qui n'ont pas un niveau d'instruction. Voilà. Donc, on essaie un peu de s'adapter par rapport à cette mission noble et importante dans la chaîne touristique.
Et je pense que le nouveau texte qui va être mis en place va permettre d'avoir plus de guides et avoir surtout des guides spécialisés par thématique et par région. Nous avons aussi des guides au niveau national qui peuvent nous emmener dans tout le territoire, mais il faut avoir des guides locaux qui sont très importants pour l'accompagnement des touristes. Et pour répondre à Madame concernant le plan qualité, ça rentre dans ce plan qualité. Jusqu'à maintenant, nous avons 500 établissements touristiques qui ont adhéré à ce plan qualité depuis sa mise en place il y a une dizaine d'années environ. Et nous sommes en train de sensibiliser parce que cette adhésion au plan qualité fait, il y a des critères, il y a des minimum, il y a un minimum de choses à respecter, à mettre en place. Par exemple, l'utilisation rationnelle de l'eau, de l'électricité, même au niveau des produits recyclables, etc. Donc tout ça doit être pris en charge par l'établissement pour que la qualité soit mise en place. La qualité aussi, elle est dans les services. Il faut assurer des services de qualité. Et je pense que le tourisme, si le touriste ne trouve pas cette qualité requise, eh ben, le compte est fait. Hein. Il ne va plus revenir dans notre pays. Donc il faudra jouer sur la qualité parce que c'est très important pour non seulement attirer des touristes, mais assurer une prestation de haut niveau. Oui, je voudrais dire quelque chose. Depuis tout à l'heure, j'essaie de placer. En fait, il y a deux types de tourisme qui m'intéressent vraiment, en fait, et qui sont un peu tendance. C'est tout ce qui est voyage humanitaire et les tourismes qu'on appelle des retraites. Alors, je vais commencer par le voyage humanitaire. Il y a quelques... Non, même pas, je vais vous dire. Il y a quelques années, j'avais participé à un chantier ici en Algérie. On a reçu des jeunes de cité qui avaient besoin d'une réinsertion sociale. Donc, ils étaient venus ici pour faire des petits travaux. Ils ont construit une bibliothèque pour les enfants. Ils ont mis un espace lecture, jeux et tout. Et je trouvais ça magnifique, extraordinaire. Après, malheureusement, il n'y a pas eu de suite parce que lors de la convention, ça a été signé que le pays européen devait ramener ses jeunes et nous, on devait envoyer les nôtres. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai fait durant 5 ou 6 ans, mais c'était une très belle expérience. Donc, pourquoi on n'encourage pas ce genre de tourisme, d'initiative? Et le deuxième, la retraite, ce n'est pas uniquement pour les jeunes. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai été à Tibhirine. Ils le font, mais vraiment, ils le font à leur niveau, mais d'une manière très timide, si on peut dire ça comme ça. C'est quoi la retraite? C'est moi, voilà, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, sans me connecter, sans pour autant parler avec mon entourage. J'y vais dans un endroit calme, on en a tellement en Algérie. Méditation, voilà. Et puis, on fait des petites activités, peut-être le jardinage, cuisiner, aider la personne qui nous reçoit, ou la maison d'hôte, ou l'hôtel qui nous reçoit, et sans pour autant payer cher, voilà. C'est vrai que le tourisme, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il se recentre vers une dimension un peu humaine. Hein. Oui. C'est vrai que le tourisme de masse, on a dit, peut-être qu'il ramène beaucoup d'argent et des devises, mais il a un côté négatif. Beaucoup. Parce qu'il détruit un peu cet écosystème. Mais ce genre de tourisme solidaire et, je dirais même social, entre guillemets, c'est vrai que c'est un tourisme qui est très porté actuellement parce que faire du bien à des populations locales, faire du tourisme et apporter, c'est-à-dire créer toute une économie aussi pour les gens qui habitent dans ces localités un peu éparpillées, etc. Donc je pense que le tourisme solidaire a sa place dans notre société. Beaucoup. Nous sommes déjà un peu plus chaleureux, il y a beaucoup d'entraide entre les gens et je pense qu'il pourrait être une nouvelle forme à promouvoir. Très bien. Voilà. Alors, comment s'annonce la saison saharienne? Cette saison saharienne, a été lancée par Monsieur le ministre le 7 novembre passé au niveau de Janet. Oui. Donc, ils ont fait le ménage, on a vu. Voilà. Bon, le choix de Janet n'est pas fortuit, hein, c'est une région très... On dirait qu'on est dans la Lune. Hein. Moi, les paysages qu'on a vus tout à l'heure nous donnent peut-être un petit aperçu, mais voir de visu, voir des gravures rupestres de visu comme ça, vraiment, ce qui revient à des milliers d'années, hein, pour ne pas dire à des dizaines de milliers d'années. Et je pense que ces régions-là devraient être justement préservées. Nous avons, je pense, une mission de préservation. Si on ramène des touristes qui vont nous détruire, donc nous avons, je pense même que ça peut être même un crime, il peut être considéré comme un crime. Ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire c'est un parc qui est protégé au niveau universel, au niveau international. Et je pense que nous avons un droit,
Il y a des nouveautés pour cette année ou La nouveauté a été annoncée par notre amie Madame Dimou, je crois. Il y a un vol qui va être mis en place par Air Algérie à partir du 17 décembre, je pense. C'est un vol direct de Paris vers Janet. C'est un vol régulier qui va être, je pense, hebdomadaire et qui va être renforcé en fonction de la demande. Et il y a aussi les prix qui vont être revus à la baisse, surtout pour les familles algériennes, pour leur permettre d'aller vers le sud. On sait que les prix c'est-à-dire des voyages vers le sud sont encore assez élevés. Et déjà, Air Algérie a fait beaucoup d'efforts quand il y a des voyages groupés, donc il y a, je pense, une réduction de 50%. Et je pense que Air Algérie est en train de s'intégrer dans cette dimension touristique et ça va faire du bien pour notre secteur. Et les jeunes aussi qui se déplacent même en voiture, en bus, etc. Je pense que cette année va être une année exceptionnelle, surtout qu'on sort du Covid et qu'on voudrait que cette année devienne une année référence pour le tourisme en Algérie. Inch'Allah. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Wahida Salim Chérif Wicher. Alors, Madame Wicher, comme nous dit, c'est notre invitée de la dernière fois. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Justement, je vais vous faire voyager aujourd'hui parce que peut-être vous aimez certaines régions et vous oubliez d'autres. Aujourd'hui, j'ai fait un petit choix un peu à mon image, ce que j'aime, tout comme Sam qui adore le désert. Donc moi, j'ai choisi un peu les régions qui m'ont marqué et qui m'ont plu et que je conseille vivement. Donc il est très difficile de choisir entre une centaine d'endroits qu'on pourrait avoir en Algérie. Donc, mais néanmoins, j'ai essayé vraiment de faire une dizaine d'endroits qui m'ont marqué. On commence par, bien sûr, la Casbah parce qu'on est à Alger. Donc la belle Casbah d'Alger, c'est mon lieu préféré pour son calme, sa beauté, son histoire, mais surtout la gentillesse et la sympathie de ses habitants. D'ailleurs, les habitants, ils ont commencé par faire des petits commerces, ils préparent des gâteaux, ils ouvrent leur maison. Voilà, beaucoup d'artisanat. Oui, on peut manger la garantette aussi, avec, à l'entrée de la Casbah et au milieu, on peut manger des sardines. Il y a des palais à visiter. Oui, exactement. Exactement. Sinon, si on va du côté d'El Khala, on peut flâner au port d'El Khala. Donc, selon moi, il a un air de l'Italie. Donc, je ne sais pas pour ceux qui l'ont visité, peut-être si vous avez été à Khala. Voilà. On peut aussi aller du côté de Constantine, traverser les ponts. Donc, la belle Constantine. Là, ce qu'on voit à l'image, c'est le Khala. Voilà. C'est le port d'El Khala. Voilà. Ensuite, je vous emmène du côté de Constantine, la belle Constantine, du haut de son rocher. Ces ponts sont suspendus au-dessus du vide, méritent une visite. Donc, pour les personnes qui ont le vertige, faites attention parce qu'à un moment donné, si ça bouge. Oui, toi, tu as ce qui est marché. C'est sans doute l'une des villes les plus impressionnantes du pays. Toujours, c'est selon moi. On peut sinon se détendre, aller au Hammam Meskhoutin. Donc, là, c'est toujours. Alors, c'était toujours Constantine. Voilà. Là, on passe au Hammam Meskhoutin. Donc, cette station thermale tire son eau de source chaude naturelle. Donc, on peut voir des vapeurs qui. Voilà. Et il y a aussi une petite pratique que j'ai remarquée chez certains touristes, c'est qu'ils ramènent des œufs. Non, Guelma. Oui, non, c'est pas ça. Donc, le Meskhoutin, c'était avant. J'ai remarqué des touristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils Je connais. Vas-y, dis. Non, vas-y. Des œufs. Des œufs, voilà. Ils les font bouillir. Donc, ils ramènent des œufs. Je ne sais pas si c'est bien ou nocif. Parce que j'ai vraiment dans un Parce que c'est de l'eau bouillante, voilà. Ça peut arriver jusqu'à 97 degrés. Elle fait partie des eaux les plus chaudes au monde. Oui, exactement. Troisième, je pense. Troisième ou deuxième. Et les œufs se coagulent déjà à 60 degrés, donc à 90, oui, c'est bon, c'est cuit. Hein. Voilà, donc sinon, je vous emmène du côté des balkans de Roufi. Oh oui, voilà. Muscala et Batna. Exactement, vous les avez visités. Oui, je pense ça, que c'est oui. magnifique. Donc voilà, le passage dans les Aurès est une étape obligatoire, ne serait-ce que pour voir les canyons de Roufi, appelés aussi balkans de Roufi. D'ailleurs, il y a depuis 2-3 ans. Il y a même un hôtel, vous le voyez en face. Il y a une maison d'hôte. C'est un hôtel, c'est un hôtel Transat. Moi, j'ai découvert une maison d'hôte qui est magnifique, justement. Il s'agit d'un couple algérien qui essaie de faire connaître leur territoire, si je peux dire ça comme ça. Oui, ils proposent vraiment des plats traditionnels algériens. Oui, on a fait le tour aussi de la gastronomie. On doit avoir un tourisme gastronomique. Heureusement, bien sûr. Oui. Il y a aussi, je vous emmène du côté de Ragdaya. Qu'est-ce qu'on peut faire à Ragdaya?
Va visiter la vallée du Mzab, l'Aqsa, de Rabdaya. Il y a une très belle ville écologique, il y a eu le premier prix au monde. Il faut absolument y aller à Rabdaya et vous laisser porter par l'effusion de la ville. Son architecture est magique. Si vous permettez, je annonce qu'il va y avoir le festival du tourisme saharien à Rabdaya. Très bien. Au début du mois prochain, Inch'Allah. Donc il faut être au rendez-vous. Il faut y aller. Il y a l'ambiance qui est chaleureuse et vivante, mais aussi je vous conseille surtout les marchés qui sont les trésors de la ville. Donc on trouve plein d'artisanat. C'est connu pour leurs tapis, tout ce qui est bijoux les aussi. épices. Il y a une tradition qui perdure, c'est la vente à la criée. Oui, c'est à Rabdaya, on retrouve carrément. Mais j'ai appris quelque chose aussi. Il paraît que dans les tapis, il y a des messages, des symboles secrets. Ils font passer des messages. C'est parce que d'amour. Des messages, oui, non, mais c'est... Les formes du tapis, ça correspond au Qsor. Voilà, chaque région. Voilà. Il y a aussi l'histoire de la petite fille et sa mère qui s'envoyaient des messages à travers les symboles des... Quand elles se marient, elle voilà. Des nouvelles sur les tapis. Mais aussi des messages d'amour qui Oui, moi j'ai vu plus les messages d'amour. Il paraît qu'il y a eu un jeune qui était amoureux d'une jeune fille, mais dans nos traditions, on ne peut pas le déclarer comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Lui envoyer des messages via des bijoux. Donc là où on trouve des petits messages derrière, mais aussi les tapis. Donc ça reste à confirmer. Une déclaration d'amour sur... Oui, c'est magnifique. Oui, voilà, c'est très beau. Sinon, on peut bien sûr voir un coucher de soleil à Timimoun. Laissez-vous perdre dans les dunes du Sahara. Vous devez absolument visiter le désert de Timimoun. Donc c'est la ville qui nous donne l'impression de voir les dunes danser devant nous. Exactement. Un sable rouge. Un sable rouge, un décor martien. Allez, on va se rafraîchir un peu. On va du côté de la grotte millénaire d'Israël. Voilà. Donc, c'est toujours dans la Gourara, à quelques kilomètres de Timimoun. Je vous invite à vous perdre dans les Rsog voisins où vous devez tester les grottes rafraîchissantes. Parce qu'après la chaleur et tout, on a besoin de se rafraîchir. De cette région en particulier, celle d'Israël. Donc, c'est une cavité immense qui sort... Irzal, qui sert de chambre rafraîchissante. Vous avez vu, on a tous cette sensation de se mettre devant pour voir si ça rafraîchit ou pas. Et c'est une sensation extraordinaire. Oui. En fait, j'essaie vraiment de faire le maximum pour qu'on puisse faire un petit tour. Parce qu'on ne pourra jamais faire le tour de l'Algérie et tout dire en une seule émission. Il y a tellement de choses. L'année dernière, je faisais ces week-ends Djaoula et une année ne m'a pas suffi pour finir les 58 wilayas, pour montrer ce qu'on a de beau à voir. Donc là, c'était très difficile pour moi de choisir. Sinon, Tlemcen, je le dis en arabe, ça a été en 2011, la capitale de la culture islamique, mérite une attention particulière. Donc la ville aux centaines de mosquées propose une atmosphère particulière, ses beaux minarets, la douceur de son climat. Et ses cerisiers dans les hauteurs de la ville. C'est une ville qui est vraiment paisible et qui est spirituelle. Moi, j'ai trouvé cette ville spirituelle. L'une des villes qui a le plus de patrimoine, vestiges, monuments, mosquées aussi. Ils ont plus d'une centaine de mosquées. Il y a les grottes aussi. Oui, c'est vrai, les grottes aussi. Oui. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de les visiter. Moi non plus, c'était fermé. Oui, moi aussi. Voilà. C'était dommage. Sinon, on peut aussi aller du côté de Kharapa. Qu'est-ce qu'on peut voir, Kharapa? Il y a quoi? Avant d'arriver à Béjaïa, il y a quoi? Les singes, les cascades. Les cascades, donc magnifique région montagneuse, verdoyante, elle abrite des cascades d'eau magnifiques et spectaculaires. D'ailleurs, on rencontre plein de touristes qui sont émerveillés devant ce beau spectacle naturel. Je vais vous faire plaisir, on va y aller du côté de Béjaïa, Gouraya. C'est la ville des vœux. J'ai trouvé que des touristes l'appellent la ville des vœux. Et même... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, ils disent, pour ceux qui veulent réaliser leurs vœux, ils n'ont qu'à aller visiter Gouraya. Et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ce conseil de la part d'une Italienne amoureuse de l'Algérie et de Béjaïa spécialement. Sinon, pour finir, je vous invite à aller voir aussi les grottes de Djidjel, les grottes djidjiliennes, les grottes merveilleuses, skier à Tigijda, pêcher à Shtaibi, rouler sur la corniche oranaise, ce qui est beau, mais surtout admirer les chevaux du côté de Tiaret. Voilà. J'essaie de faire vraiment un tour pour voir. Mais juste quand elle a parlé de Khalata, ça rappelle le tourisme, une convention que le ministère du Tourisme a signée avec le Moudjahidine, celui du tourisme historique. Voilà, le tourisme historique. Donc, comment ça se passe? Le tourisme, d'abord, c'est un secteur transversal. Il se nourrit de tous les autres secteurs, en quelque sorte.
c'est-à-dire en sonnerie de la culture, du sport, de la gastronomie. Oui. Et tout ça, c'est des ingrédients qui créent des produits. Ce que nous a fait Madame maintenant, c'est un petit voyage un peu rapide, mais qui pourrait devenir un produit touristique. Quand on ramène un touriste, on peut lui proposer 2 ou 3 villes dans un circuit thématique. D'ailleurs, notre ministère a mis en place une plateforme numérique où on a mis 380 circuits touristiques. Il y a des circuits historiques, des circuits culturels aussi, des circuits culinaires. Donc tout ça, pour dire que cette diversité, encore une fois, c'est ça qui crée notre richesse. Donc l'Algérie, c'est une destination, mais avec plusieurs facettes. Oui. On vient de recevoir un appel, on vient de me le dire à l'oreillette. C'est une dame qui te fait un coucou parce qu'elle t'a rencontré à Médéa. Tu vadrouilles beaucoup, toi. C'est vrai. Alors, en tout cas, elle a appelé pour te faire un coucou. Oui, voilà. On lui a fait un coucou la semaine dernière. Voilà, exactement. Elle et sa fille, justement. Elles étaient très sympathiques. Et je voulais parler du trophée qu'on a sur la table aujourd'hui. Alors, Monsieur Meddour, ce trophée. Ce trophée, c'est une fierté pour moi et pour mon pays. C'est le prix du meilleur créateur de contenu touristique en Afrique. Voilà. Très bien. Très bien. Qui s'est fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc, avec quoi vous avez participé? C'était un concours, vous avez participé? Concours, comment oui, ça s'est passé? sur les réseaux sociaux. Alors, faudrait présenter une vidéo de votre pays pour être nominé. Donc vous avez concouru avec une vidéo pour promouvoir le tourisme algérien. Bien sûr, c'est pour promouvoir le tourisme en Algérie. Alors, je disais qu'il faut présenter une vidéo. Après, il y a les abonnés qui vont faire un vote pour être nominés, je crois, les 3 ou 4 premiers. Après, voilà. Après, Après, la dernière étape, c'est les jurys. D'accord. Qui vont noter la créativité, la qualité et bien sûr les images proposées du pays. Voilà. Et vous avez présenté quelle vidéo? Quelle région? Voilà. J'ai présenté un ensemble de toutes les régions que j'ai fait. Donc c'est vrai. Pardon, c'est vrai que sur son contenu, j'invite vraiment les gens à aller voir parce qu'il nous permet de visiter. C'est comme un portail, c'est une vitrine. Voilà, c'est une vitrine de notre... Je reçois beaucoup de messages d'étrangers qui veulent venir en Algérie, qui veulent être... qui veulent faire le tour. J'ai lu les commentaires, il y a plusieurs personnes qui lui demandent où est-ce que vous avez pris cette photo, comment je pourrais partir. C'est vraiment... C'est vrai. Et... Il faut éviter le tourisme de masse. Non, tout dépend. Non, je reçois des messages de la part des gens des régions qui nous disent que faut privilégier les lieux, voilà, faut pas trop montrer, mais voilà. Il faut aller beaucoup dans la sensibilisation parce que je le dis et je le redis. Moi, ça me fait de la peine quand je trouve sur une pierre ou un mur qui date de milliers d'années et on écrit un prénom. Quand on tag dessus, c'est malheureux, c'est clair. En tout cas, on fait ça, on essaie de sensibiliser. C'est puni par la loi. C'est une violation. Exactement. En tout cas, merci en tout cas à vous tous. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie tous d'avoir participé. Alors, Monsieur Abdelhamid Telrini, vous êtes directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci pour votre présence. Merci à vous pour cette invitation. Monsieur Slimane Meddour, vous êtes créateur de contenu touristique sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour votre participation. Merci. Et les filles aussi. Alors, Samira Jamar et Wahida Selimchif, merci aussi pour tous ces paysages que tu nous as partagés. J'espère qu'à travers notre émission aujourd'hui, on vous a insufflé l'envie de découvrir l'immensité, la diversité et la splendeur de notre pays. Sur ce, je vous dis bonne journée et à demain en direct à 10h30 et on parlera de tabagisme. Prenez soin de vous.